Bonjour à tous, je suis Pauline Apfi. Merci à vous d'assister à ma soutenance de thèse professionnelle sur le secteur de la santé mentale et du développement personnel à l'ère du digital et de l'IA. Avant toute chose, je voudrais mettre un peu de contexte. Cette thèse part de plusieurs histoires très concrètes, notamment celle d'une hypnothérapeute qui fonctionnait très bien avec le bouche à oreille depuis 5 ans, mais qui a fait le choix de fermer son cabinet il y a un mois. Pas par manque de compétences, mais parce que la concurrence dans le secteur se fait de plus en plus rude. Il y a encore 6 mois, cette hypnothérapeute n'avait aucune stratégie digitale, chose qu'elle a essayé de mettre en place, mais sans constance ni clarté. Résultat, on avait des vidéos divertissantes qui sont montées à 260 000 vues sur TikTok, mais mal orientées, donc une communauté peu qualifiée, et donc peu de prise de rendez-vous. Ce décalage m'a poussé à me demander dans quelle mesure le digital et l'intelligence artificielle redéfinissent-ils le paysage de la santé mentale et du développement personnel. Nous allons donc étudier ce secteur. Donc, dans un premier temps, nous verrons que la santé mentale n'est plus réservée au cadre médical. Deuxièmement, nous verrons qu'il existe aujourd'hui un équilibre fonctionnel mais fragile. Puis, nous étudierons comment le digital modifie le modèle du cabinet artisanal et la façon dont l'IA définit de nouvelles règles du jeu. Les parties 5, 6, 7 et 8 constitueront les recommandations sur des volets de diagnostic, de construction, de structuration et de pilotage. Si j'inclus le développement personnel à la santé mentale, c'est parce que nous devons réaliser aujourd'hui que la santé mentale, ce n'est plus le précaré des médecins. Selon la définition de l'OMS, la santé mentale, ce n'est pas seulement soigner des pathologies, c'est aussi faire face au stress, au blocage, aux difficultés du quotidien, à réaliser ses objectifs, etc. C'est pourquoi on observe aujourd'hui une offre qui est démultipliée en trois grandes familles qui se disputent parfois les mêmes cibles. Premièrement, on a les psychologues, qui sont les acteurs historiques du secteur et qui sont diplômés et réglementés. Leur nombre a bondi de 26% en 3 ans pour atteindre près de 90 000 praticiens en 2025. C'est un métier de vocation, mais économiquement précaire. Le bénéfice net moyen d'un libéral tourne aujourd'hui autour de 1 600 euros par mois. Dans un deuxième temps, nous avons aussi les thérapeutes en médecine alternative ou médecine douce. C'est un secteur qui fait l'objet d'un boom depuis le Covid, avec notamment une multiplication par 5 des hypnothérapeutes en 5 ans, par exemple. C'est un marché non réglementé, saturé, où il est difficile de se différencier. Et dans un troisième temps, nous avons les coachs en développement personnel. Leur nombre a augmenté de 54% en 3 ans. Ils sont souvent plus chers et plus agressifs sur le marketing, car ils n'ont pas de barrière déontologique, comme peuvent avoir les psychologues. Aujourd'hui, la grande majorité de ces acteurs partagent un même modèle, qui reste assez artisanal et dépendant. On a un cabinet physique pour consulter et une plateforme de réservation pour gérer l'agenda. Donc qu'il s'agisse de Doctolib pour les psychologues, de Medoucine ou encore de Google Agenda ou Calendly. C'est une stratégie qui reste fonctionnelle, oui, mais qui est fragile, qui ne représente pas une véritable stratégie digitale. Ces professionnels deviennent donc dépendants d'un tiers, en l'occurrence une plateforme, pour leur visibilité, donc une sorte d'ubérisation. De la même façon, on assiste à une logique de l'inventaire périssable. Comme pour les compagnies aériennes et les sièges non vendus à chaque vol, chaque heure non réservée est perdue. Avec la saturation du marché et la concurrence locale, remplir son agenda devient une source d'angoisse, une charge mentale pour ces professionnels qui doivent devenir marketeurs malgré eux. Et quand ils s'y tentent, la majorité des praticiens n'ont pas de site web optimisé, pas d'identité visuelle cohérente, comme on peut le voir ici sur les captures d'écran, ni de stratégie de contenu et une faible culture marketing. De l'autre côté, on assiste à un décalage avec les attentes clients. Les patients ne se comportent plus comme des patients, mais comme des consommateurs. Ils veulent une vraie expérience client, de l'instantanéité, de la fluidité, des réponses rapides et du contenu rassurant avant de s'engager sur une prise de rendez-vous. Et ça, certains l'ont bien compris. C'est le cas notamment de Marion Télisson et d'Étienne Bruer, donc des psychologues qui ont fait le choix de la création de contenu dans leur stratégie omnicanale. Avec plus de 160 000 abonnés,
Marion Télisson a créé une vraie marque personnelle forte. Elle utilise le digital pour faire de la prévention et surtout pour diversifier ses revenus grâce à la vente de formations en ligne à destination des professionnels. De l'autre côté, nous avons Étienne Bruer, qui représente plus une certaine sobriété digitale. Il exerce 100% en ligne, sans cabinet physique. Sur les réseaux, il prend un peu le contre-pied des algorithmes en proposant un contenu qui reste nuancé et éthique et en refusant donc de tomber dans le contenu entre guillemets influenceur. Il faut savoir qu'en 5 ans, l'usage professionnel du digital chez les psychologues a plus que doublé, en passant de 28% à 62%. Les professionnels du secteur sont sur Instagram et TikTok, où ils vont faire un peu de la psychoéducation, pardon, pour déstigmatiser la santé mentale. Ils vont chercher le marché des entreprises et de la qualité de vie au travail sur LinkedIn. Et enfin, on a le podcast qui va venir créer de l'intimité et de la confiance, comme le podcast Métamorphose, qui enregistre aujourd'hui 12 millions d'écoutes et qui va venir présenter de nouvelles pratiques et de nouveaux praticiens. Du côté de la monétisation, on voit émerger de nouveaux business models dans le secteur. On a donc l'hybridation et les programmes en ligne. C'est le cas par exemple du psychologue Karim Fatih Berada, qui a créé un programme en ligne sur l'anxiété en complément des consultations qu'il propose. Deuxième possibilité, les forfaits et les packages. C'est la stratégie qu'a adoptée la sophrologue Justine Carpentier, qui ne vend plus des séances à l'unité, entre guillemets, mais un accompagnement de 3 mois, ce qui va sécuriser sa trésorerie, réduire sa charge mentale en termes d'acquisition client et fidéliser sur la durée. Troisième possibilité, le membership ou l'abonnement. Ce sont des communautés privées payantes qui prônent un soutien continu et une appartenance à un groupe. Avec la démocratisation de l'IA générative, la mutation s'accélère encore plus. Il faut savoir que le premier cas d'usage de l'IA générative en 2025, c'était justement la thérapie et le développement personnel, selon une étude qui a été menée par Harvard Business Review. Selon une étude que j'ai menée durant ma thèse, plus de 54% des personnes interrogées affirment avoir déjà confié un problème émotionnel à une IA. Elle est utilisée aujourd'hui comme un miroir intelligent, entre guillemets, pour clarifier ses pensées ou calmer une anxiété nocturne, là où aucun humain n'est disponible. Aujourd'hui, plusieurs acteurs développent donc des IA spécialisées dans le secteur, avec des références cliniques et surtout l'aide de psychologues en back-office. C'est notamment le cas de Hug AI ou d'Agathos. Agathos, c'est une IA qui est dite neurocompatible, ou qui tend à l'être en tout cas. Contrairement à ChatGPT qui répond juste au texte qu'on lui envoie, cette IA analyse le ton, la fréquence et les signaux faibles pour détecter l'état émotionnel réel de l'utilisateur. L'objectif ici, ce n'est pas de remplacer le psy, mais d'offrir une sorte de passerelle. Elle propose un soutien immédiat et anonyme, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour ceux qui n'osent pas encore franchir la porte d'un cabinet. Ce que l'on observe surtout, c'est qu'aujourd'hui, du côté du client ou du patient, l'IA remplit un vide. Elle est disponible 24 heures sur 24, elle est gratuite et elle ne juge pas. C'est des arguments qui ressortent quand on interroge les patients. De l'autre côté du miroir, on observe des praticiens qui utilisent l'IA comme assistant, notamment sur 3 usages majeurs. D'abord, l'usage administratif, c'est le plus immédiat. Des sophrologues et des psychologues l'utilisent pour corriger leurs écrits, synthétiser des documents ou gérer leur agenda. L'objectif ici, c'est de réduire la charge mentale et opérationnelle. Deuxième possibilité, l'usage marketing. Face à la nécessité d'être visible, l'IA agit comme une agence de communication. Elle aide le praticien à trouver des idées de poste, à optimiser son référencement, donc le SEO, ou transformer un script vidéo en article de blog en quelques secondes. Troisième possibilité, qui est moins répandue, c'est l'usage d'assistants de cabinet. Certains psychologues s'en servent pour générer des images de lieux sûrs, personnalisées pour leurs patients, ou pour assurer une continuité entre les séances via des exercices de journaling guidé, par exemple. Si l'IA peut être perçue comme une menace, j'ai voulu montrer aujourd'hui qu'elle représente surtout une opportunité
pour les professionnels du secteur pour répondre aux enjeux auxquels ils font face. J'ai donc conçu une méthodologie concrète pour permettre aux praticiens de passer du statut de soignant débordé à celui de praticien augmenté. Pour accompagner cette transition, j'ai développé une approche structurée. Le constat est clair aujourd'hui. Les professionnels de la santé mentale sont experts dans leur pratique, mais souvent démunis face au marketing et à la gestion. J'ai donc conçu un framework, un processus, qui repose sur une logique cyclique en 4 étapes. Première étape, le diagnostic. Il s'agit ici de déterminer les objectifs prioritaires et donc les axes à travailler. Deuxièmement, les fondations, donc le build. C'est la phase de construction de la stratégie où on va venir travailler le positionnement, l'identité visuelle et le site web. Troisièmement, le run, donc la gestion quotidienne. Une fois que les fondations sont posées, il faut faire vivre le cabinet, c'est-à-dire gérer le contenu, la publicité et l'administratif au jour le jour. Enfin, la partie pilotage, donc l'analyse. On sort du pilotage à l'intuition, on va mettre en place des indicateurs clés de performance, des KPI, pour mesurer et ajuster la stratégie en continu. Au cœur de ce processus et donc de mes recommandations, on va retrouver 9 workflows, c'est-à-dire des processus pas à pas, assistés par l'IA, que nous allons développer par la suite. Avant toute chose, il faut poser un diagnostic. J'ai donc créé un outil de diagnostic 360 nommé Auroria, qui va venir évaluer la maturité digitale du praticien sur 6 axes, allant de sa visibilité à son éthique en passant par son organisation, sa présence en ligne, etc. C'est un outil qui permet de dire voilà votre priorité actuelle en fonction de votre objectif marketing principal, donc la notoriété, l'acquisition, la conversion, la fidélisation ou la gestion. Auroria va donc poser une série de questions adaptées selon votre profil et votre pratique et vos objectifs pour que vous puissiez obtenir à la fin une feuille de route sur plusieurs semaines et les workflows recommandés selon la situation parmi les 9 que j'ai conçus. Derrière cet outil, l'ensemble de mes recherches sont incluses et surtout un fichier que j'ai créé regroupant une centaine de questions qui permettent de réaliser un diagnostic personnalisé. Premier workflow de la partie fondation, le positionnement. Ici, l'IA joue un rôle d'agence marketing stratégique. On va ici travailler sur le manque de clarté, de cible et donc de positionnement différenciant. L'IA va analyser le marché et la concurrence pour aider le praticien à définir une proposition de valeur unique. Elle aide à passer d'un discours générique de type je suis psychologue à un positionnement expert de type j'aide les cadres à prévenir le burn-out. Phase 1, l'IA collecte les données et on identifie les opportunités de marché. Phase 2, l'IA propose 3 à 5 axes stratégiques et délivre un positionnement final concret avec une cible et une vraie valeur ajoutée. Workflow numéro 2, l'identité visuelle. Comme on l'a vu, beaucoup de professionnels n'ont pas de charte graphique ou une incohérence en tout cas à ce niveau-là. Ici, on utilise des IA génératives comme Midjourney, les outils Canva Magic Studio pour créer des palettes de couleurs, des logos, des éléments visuels distinctifs, des fonds qui vont constituer une identité visuelle cohérente au profil et à la pratique. À partir de là, l'IA va générer des templates professionnels cohérents avec Pomeli de Google Labs, par exemple, pour gagner du temps, mais surtout gagner en qualité. On le sait, les visuels et les montages sont importants sur les réseaux. Workflow numéro 3 en ce qui concerne les fondations, la stratégie de contenu. Sans parler pour l'instant du calendrier éditorial, on l'évoquera plus tard, on va venir ici définir le champ sémantique et les piliers éditoriaux. Plutôt que de poster au hasard, l'IA analyse les questions réelles que se pose le public via les données de recherche Google ou Answer the Public par exemple, et elle va venir structurer des piliers éditoriaux pertinents dans le but d'avoir une ligne directrice claire. Après tout cela, le praticien ou le coach est prêt à construire son écosystème digital. Dans ce quatrième workflow, l'IA assiste la création de l'architecture du site web afin qu'il soit optimisé pour le référencement, ainsi que la rédaction des pages web
mais aussi l'optimisation de la fiche Google My Business, qui est indispensable pour le référencement local. On va notamment utiliser Hostinger Horizon pour créer le site web, Midjourney et Nano Banana pour la création des visuels, ou encore Claude et ChatGPT pour la rédaction. Une fois que le praticien est lancé et que les fondations sont construites, l'IA devient un assistant opérationnel pour gagner du temps. Pour la visibilité long terme et un meilleur référencement SEO, l'IA aide à rédiger des articles de blog optimisés en positionnant le praticien comme une autorité sur ses sujets de prédilection. Pour ça, 5 étapes sont nécessaires. Donc, l'analyse SEO et la collecte des opportunités, le cadrage éditorial en fonction de ce qui a été défini auparavant dans la stratégie, la rédaction des articles et la mise en ligne de ceux-ci. On utilisera notamment Wisewind et des outils comme Answer the Public ou SEMrush. Donc il faut savoir que être présent en ligne dans les meilleurs résultats, c'est aussi réussir à se faire recommander par une IA, ce qui est indispensable aujourd'hui quand on sait que l'IA est utilisée comme thérapeute et donc une ouverture vers la prise de rendez-vous en ligne euh, avec un thérapeute. Être présent en ligne, c'est aussi devoir gérer les réseaux sociaux au quotidien, c'est-à-dire créer du contenu. Pardon. Après avoir défini la stratégie éditoriale dans le pilier Build, ce workflow vient analyser les tendances et les besoins de l'audience avec notamment le TikTok Creative Center et Answer the Public. Il vient aussi générer un calendrier éditorial sur Notion par exemple et rédiger les posts et préparer les visuels. L'IA vient ensuite décliner tout cela selon les réseaux adoptés dans la stratégie et planifier les publications. Le but ici, c'est de créer un agent IA Social Media Manager, en quelque sorte. Dans le cas où le praticien ou le coach souhaite créer des campagnes publicitaires, ce septième workflow possible agit comme un média buyer. Il s'agit ici de configurer des campagnes sur Google ou sur Meta en contournant les pièges de modération. Il existe aujourd'hui des mots qui sont interdits, comme par exemple guérison, qui bloquent souvent les campagnes des thérapeutes. On va utiliser donc l'Ad Library de Meta et le Keyword Planner de Google en ce qui concerne la stratégie, Claude ou ChatGPT pour la rédaction, et Midjourney, Nano Banana ou encore Kling pour les visuels et les vidéos. Du côté de la gestion administrative, on parlera surtout de l'indépendance aux plateformes de gestion de rendez-vous, ou du moins d'une complémentarité. Ici, le workflow proposé est constitué de 5 étapes: la collecte des données, la gestion intelligente des rendez-vous et les communications automatisées, avec notamment les confirmations et les rappels, la génération automatique des documents, comme les attestations ou les comptes rendus pour les autorités officielles après les rendez-vous, et enfin, la gestion de la facturation. On a ainsi un vrai assistant administratif au quotidien qui va permettre, entre autres, d'éviter de dépendre des plateformes parfois hors de prix pour un objectif zéro charge mentale administrative. Et enfin, le dernier workflow proposé, l'assistant de cabinet. C'est un peu le plus innovant. C'est un agent IA aujourd'hui qui va renforcer la continuité du soin entre les séances. Il peut envoyer au patient un résumé de la séance, un exercice de respiration personnalisé, ou une question de journaling quelques jours après la séance, ou encore un mini-épisode de podcast sur un sujet précis. C'est un workflow qui va venir renforcer l'alliance thérapeutique et la fidélisation. Bien évidemment, toute stratégie doit être mesurée et ajustée en conséquence. C'est donc la quatrième étape de ce processus. Chaque objectif a donc des métriques clés associées pour pouvoir analyser les résultats de la stratégie qui a été mise en place. Pour un objectif de notoriété, on va donc analyser le reach, les impressions et la croissance de l'audience. Pour un objectif d'acquisition, on regardera plutôt le trafic organique, le taux de clic et le coût d'acquisition. Dans un objectif de conversion, on se référera plutôt au taux de transformation, au taux de prise de rendez-vous, ainsi qu'aux abandons en cours de parcours.
Dans un objectif de fidélisation, on regardera le taux de récurrence et le taux de satisfaction. Enfin, pour un objectif d'efficacité administrative, on regardera le taux de no-show ainsi que le temps consacré aux tâches non facturables. Le rôle de l'IA ici, c'est de se connecter aux différents outils pour générer des tableaux de bord automatisés sur une fréquence donnée, dans le but de consolider les données, voire même de lancer des alertes parfois ou analyser les témoignages clients pour détecter des points de friction. L'objectif ici est simple, c'est de permettre aux praticiens de comprendre son activité en un coup d'œil pour se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire son cœur de métier. En conclusion, cette thèse vient mettre en lumière une urgence. Alors que la santé mentale est devenue la grande cause nationale en 2025, les professionnels restent fragilisés par un modèle artisanal dépassé. L'enjeu est donc de se structurer aujourd'hui. L'IA va permettre ce passage vers cette idée de praticien augmenté. Le contexte est d'ailleurs idéal, avec des soutiens publics comme le dispositif Oser l'IA qui va justement permettre de démocratiser ces outils auprès des TPE et des PME et d'intégrer ces workflows par exemple. C'est pour concrétiser cette vision que je lance de mon côté TIPA Agency. Mon objectif ici est simple, c'est de transformer ces workflows théoriques en vraies solutions techniques pour devenir le partenaire de leur transition numérique. Je vous remercie pour votre attention.